euh, pour avoir un compte d'accès, un compte pour utiliser Authenticate, sous réserve d'avoir un email institutionnel. Donc, l'email institutionnel est une obligation pour euh, avoir votre compte. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore le compte Authenticate, prière de vous adresser à votre CEDOC ou les responsables dans vos unités de recherche ou bien de vos établissements pour leur demander, pour leur transférer votre demande et à leur tour, ils vont nous la transférer. Donc, bienvenue encore une fois dans cette première session de formation pour cette année universitaire. Il y aura d'autres sessions de formation qui sont programmées, qui ont déjà été affichées sur notre page Facebook emist.cnrst, sur notre site web www.emist.ma, mais qui sont communiquées aussi à toutes les universités. Donc, il y a plusieurs canaux pour avoir l'information sur les formations, les futures formations. Pour celle-ci, vous êtes là, vous êtes plus de 700 personnes qui assistent avec nous. Il y aura pas d'attestation pour cette session de formation, ni pour d'ailleurs pour toutes les formations de Authenticate, il n'y a pas d'attestation de participation. Donc, si vous avez des questions, vous les posez s'il vous plaît dans la rubrique questions-réponses. Sinon, si vous voulez échanger, il y a la rubrique discussion que Nora va utiliser pour mettre tous les liens utiles. Donc, merci encore pour votre présence ici et je cède la parole à Pamela pour commencer sa présentation. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup pour cette introduction. Moi, je vais commencer. J'ai laissé la page ici pour vous rappeler ce que vous avez juste entendu. Mais ici, je vais commencer avec certainement cette page qui nous dit que celui-ci, c'est une session de formation pour Authenticate. Je m'appelle Pamela, je suis la consultante ici de la formation à Turnitin et je vous souhaite le bienvenue à cette session aujourd'hui. Comme vous avez entendu, vous ne pouvez pas m'écrire et me demander accès au système parce que ce n'est pas à moi de prendre cette décision, ainsi que vous devez contacter l'IMIS directement. Et on n'a pas d'attestation pour cette session, malheureusement. Mais si vous avez des questions, votre institution et l'IMIS seront toujours à votre disposition pour vous répondre. Et comme vous avez entendu, vous avez une section questions et réponses ici sur Zoom si vous avez des questions sur Authenticate, sur le produit. Et aussi, vous allez voir la boîte message où Nora et Touria vont écrire des messages pour ce qui concerne, par exemple, les questions sur l'inscription au système, etc. OK? La session sera enregistrée et après partagée par vos institutions sur le site de l'IMIST après aujourd'hui, dans quelques jours. Alors, si on va commencer aujourd'hui, je vais justement vous expliquer un peu. OK, on a parlé de ça. Je vais justement vous expliquer euh, euh, un peu vite ce que vous avez pour ce qui concerne le support avec Authenticate. On a moi, je suis la consultante d'aujourd'hui. On a ma collègue Pilar aussi, et elle s'occupe de supporter nos institutions en français. Mais comme je vous ai dit, si vous avez des questions sur l'inscription, l'enregistrement à un compte Authenticate, vous devez vous diriger vers l'IMIST. Nous avons aussi une équipe de support technique. Si vous avez des problèmes un peu plus importants, si vous ne pouvez pas, par exemple, recevoir des rapports de similarité, alors vous pouvez envoyer un message à notre équipe de support. Et aussi, on a des guides et on a un site Internet où vous pouvez trouver des informations sur Authenticate aussi. Ce que on fait ici avec Authenticate, c'est de vous proposer une solution qui vous aide à retenir l'originalité de vos articles et bien sûr de vos thèses de doctorat parce que
une fois que vous déposez votre thèse, votre article sur le système, vous allez recevoir un rapport de similarité avec un taux de similarité. Et avec ce taux, vous pouvez décider alors de réviser votre document. Par exemple, si vous avez oublié de mettre des citations, par exemple, vous pouvez changer ça, modifier ça. Et tout ça avant de déposer officiellement un article ou une thèse euh, euh, à vos examinateurs, par exemple. Mais on parle ici d'articles de recherche et de thèse, mais on a aussi des bureaux d'admission, on a aussi des organismes gouvernementaux qui utilisent Authenticate, ainsi que vous pouvez toujours l'utiliser pour plusieurs manières. OK? Alors, comment fonctionne notre solution? OK? C'est un système qui est organisé par dossier. Ces dossiers, au-dedans, ont des fonctionnalités, des options, des paramètres que vous pouvez changer chaque fois que vous décidez de créer un autre dossier, par exemple. Si vous gérez un journal scientifique, par exemple, vous pouvez créer un dossier pour ce journal. Si vous avez seulement des thèses de doctorat, vous pouvez créer un dossier pour les thèses de doctorat, etc. Ainsi que vous pouvez utiliser ces dossiers comme des boîtes de contenu où vous pouvez mettre avec les titres que vous choisissez tous les documents que vous voulez déposer et vérifier sur notre système. Moi, je veux entrer sur mon compte. Alors, ce que je veux vous dire avant de commencer avec un compte officiel, c'est parce que j'ai reçu un courriel de quelqu'un qui m'a dit où j'avais un compte Authenticate et maintenant je ne peux pas accéder. Alors, parfois, je ne sais pas si c'est le cas de votre collègue, mais parfois, il y a, par exemple, des chercheurs ou des étudiants qui désirent accéder à Authenticate, mais ce qu'ils font avant de recevoir un courriel de bienvenue d'Authenticate, ils décident de créer un compte Authenticate de la page authenticate.com. Ça, c'est pas la procédure correcte. La procédure correcte, c'est d'attendre le courriel de bienvenue d'Authenticate. Et une fois que vous le recevez, vous trouvez un bouton dans l'email et dans cet email, si vous utilisez ce bouton, vous aurez l'opportunité de créer un mot de passe et après accéder à votre compte institutionnel. Si vous créez un compte ici d'Authenticate.com sans utiliser le courriel de bienvenue, le système va vous demander de payer pour des crédits. Mais ça, avec bien sûr un compte institutionnel, ça n'est pas nécessaire. Alors, rappelez tout le temps que si vous n'avez pas reçu un courriel d'Authenticate, vous pouvez bien sûr écrire à l'IMIS ou à votre institution pour lui demander de le renvoyer. Mais ne essayez pas de créer un compte d'ici avant de recevoir le courriel, d'accord? Alors, une fois que vous avez reçu le courriel et vous avez créé votre mot de passe, vous allez rejoindre une page qui ressemble un peu à cette page ici. Bien sûr, la première fois que vous accédez, vous n'allez pas trouver rien au-dedans de votre compte, sinon une section qui vous dit seulement mes documents et liste des documents, d'accord? Parce que ça, c'est la section que Turnitin a créée pour tous les utilisateurs. Mais si vous voulez organiser vos contenus avec vos dossiers qui possèdent un titre qui vous avez décidé, alors il serait nécessaire pour vous de créer des autres groupes et des autres dossiers, d'accord? Alors, vous voyez ici ma liste de dossiers, OK? Si vous voulez créer un dossier ou une liste de dossiers comme les miennes, vous pouvez aller directement ici à droite et vous pouvez voir envoyer un document. Si vous allez tout à bas, vous trouvez nouveau dossier. Et la première chose que vous devez faire, c'est de créer un nouveau groupe de dossiers. Alors, le nouveau groupe de dossiers, il pourrait être, par exemple, le nom de votre journal scientifique ou il pourrait être thèse 2023 et il pourrait être le nom de votre étudiant. Si vous savez que l'étudiant va à déposer plusieurs chapitres de sa thèse, alors vous
créer un groupe de dossiers qui s'appelle thèse de Marie. Et au-dedans, vous pouvez créer alors des sous-dossiers qui s'appellent par exemple chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, etc. OK? Et au-dedans de ces dossiers, vous pouvez alors déposer des documents. Alors, il est nécessaire de créer un groupe des dossiers et des dossiers au-dedans si vous voulez commencer à déposer. D'accord? Alors, si je, par exemple, nomme ce groupe des dossiers, je veux mettre la date d'aujourd'hui, le 28 novembre, ok, 2028. OK? Je veux créer le groupe des dossiers. Ce contenu maintenant est vide. Pardon, ce dossier maintenant est vide. Je dois créer un dossier au-dedans de ce groupe pour être autorisé à déposer des documents. D'accord? Vous pouvez voir aussi que ce groupe de dossiers a des paramètres qu'on peut changer et dans ces cas, c'est seulement le titre. Mais une fois que vous créez un dossier au-dedans de ce groupe de dossiers, vous aurez l'opportunité de personnaliser des paramètres en plus. Alors, je vais créer un dossier. Ici, vous pouvez les nommer, comme j'ai dit, par exemple, thèse, thèse de Marie. OK. Thèse de Marie. OK. Et ici, dans ce dossier thèse de Marie, je peux, comme je vous ai dit, personnaliser les fonctionnalités et les paramètres qu'on trouve ici. Alors, quand on parle de déposition des documents, ici sur Authenticate, on parle toujours un document qui commence, par exemple, avec le premier mot et termine avec le dernier mot de la bibliographie. Alors, tout ce qu'on a écrit entre ce premier mot et le dernier mot sera utilisé pour le calcul du score de similarité. Si vous voulez, par exemple, minimiser le score de similarité, vous pouvez faire des exclusions. OK? On peut exclure les citations, la bibliographie, des phrases, une liste de phrases que vous pouvez créer ici, au-dedans de votre compte, les correspondances faibles et les sources petites. OK? Alors, si on commence avec les citations et la bibliographie, alors, pourquoi exclure les citations et la bibliographie? Comme je vous ai dit, le système va utiliser du premier mot au dernier mot tout ce qu'on a écrit sur ce document. Alors, si on sait, par exemple, qu'on a devant nous un auteur qui a beaucoup d'expérience et il sait ou elle sait citer très bien, et on sait que ça ne va être pas un problème, je peux exclure les citations parce que les citations seront entre guillemets, par exemple, et je sais que ces citations sont correctes. Et Turnitin, avec cette option ici, exclure les citations, pourra alors immédiatement éliminer ces citations du calcul du taux de similarité. La même chose passe avec la bibliographie. Si on a, par exemple, on pense, oui, à une bibliographie d'un article de recherche, mais aussi si on pense à une bibliographie d'une thèse de doctorat qui peut être très, très large et elle peut occuper peut-être 20, 30, 40 pages. Et ça, c'est beaucoup de texte et ça peut changer beaucoup le taux de similarité parce que une bibliographie de 40 pages peut incrémenter le taux de similarité de beaucoup de points. Alors, on peut l'exclure d'ici. Le système marche avec un système de stop words qui, ça veut dire un système de mots qui sont reconnus comme bibliographie. Par exemple, liste de références, etc. OK? Et on peut exclure ça d'ici, le 2, les citations et la bibliographie. Si vous avez, par exemple, des expressions que vous utilisez souvent dans vos champs de recherche, par exemple, je pense à des descriptions de phénomènes naturels, des théories scientifiques, etc., qu'on doit exprimer tous les temps de la même manière, comme on les avait trouvées dans l'original, par exemple. Vous pouvez créer cette liste d'expressions
Et si vous décidez de les exclure, le système va les traiter comme la biographie et les citations. Et ces expressions ne seront pas utilisées pour calculer le taux de similarité. Alors, la création de ces expressions, je veux la montrer dans un instant. La création des expressions n'est pas ici. Ici, vous pouvez décider de les exclure ou pas. Vous avez aussi deux options ici pour exclure les correspondances et les sources. Alors, ces deux sont des résultats qu'on va voir dans le rapport de similarité. Si vous n'êtes pas, par exemple, des utilisateurs experts d'Authenticate, moi, je ne vous conseille pas d'exclure d'ici parce que vous ne savez pas si les correspondances et les sources sont importants ou pas pour le texte. Par exemple, si je décide d'exclure des petites sources par pourcentage et j'exclus toutes les sources dans le rapport de similarité qui sont plus petites que 1%, si on parle d'une thèse de doctorat, par exemple, les pourcentages des sources d'1%, elles peuvent occuper beaucoup de textes, ainsi que ici, vous allez exclure sans vraiment savoir que type de source vous allez éliminer de la liste. Ainsi que je vous dis, avant de commencer à exclure les correspondances et les sources, je vous conseille toujours de faire un peu de tests, pardon, pas de tests, mais de vérifier, d'analyser plusieurs rapports de similarité et voir si effectivement une exclusion d'une source d'1%, c'est quelque chose d'acceptable ou pas. Aussi, ce type d'exclusion va vous changer en négatif les résultats. Alors, quand on parle des correspondances et des sources, qu'est-ce qu'on veut dire? Alors, la source, par exemple, peut être votre journal, OK? En ligne, vous avez votre journal scientifique et au-dedans de ce journal scientifique, on a bien sûr plusieurs articles. Et sur ces articles, on peut trouver par exemple une phrase, deux phrases, un paragraphe. Ces petites correspondances sont ce que vous trouvez au-dedans d'un article comme phrase, comme paragraphe, etc. Mais la source, c'est le journal entier, OK? Ou la source Internet, si on parle par exemple de Wikipédia. Wikipédia, c'est une source. Et les correspondances sont toutes les phrases, tous les paragraphes, etc., les sections qu'on surligne et qui, pour nous, sont des correspondances. On pense toujours que les sources, bien sûr, sont plus grandes que nos correspondances. Et pour cette raison, vous pouvez exclure les petites sources par nombre de mots et par pourcentage. Mais quand on parle de correspondance, on peut seulement exclure par nombre de mots parce que nous, pour nous, les correspondances sont toujours plus petites des sources. Et pour cette raison-là, on parle de phrases. Et les phrases, on va les exclure par nombre de mots. D'accord? Comme je dis, je les laisse comme ça. Et après, vous pouvez aussi exclure d'autres sections, par exemple le résumé et aussi la section méthode et support, si vous voulez. Et vous pouvez aussi limiter vos recherches, les comparaisons entre vos documents et la base de données. Vous pouvez la limiter à certaines sections de notre base de données. Par exemple, la base de données contient publication et page Internet. Et si vous avez, dans votre cas, je ne suis pas sûre que vous l'avez, le repositoire de documents indexés. Mais si vous l'avez, vous allez trouver trois types de sections dans la base de données. Publication, page Internet et vos documents indexés. Alors, les publications sont divisées par publications qui font partie d'un partenariat Crossref. Le partenariat Crossref a divisé les publications en deux. Par exemple, par deux, on a la section Crossref qui sont tous les documents qui ont déjà été publiés officiellement par, par les éditeurs au-dedans de ce partenariat.
Et la section Crossref Posted Content, ça, c'est une section du partenariat Crossref qui s'occupe des documents qui n'ont pas encore été publiés officiellement, mais qui nous avons, grâce à notre partenariat avec Crossref, pour faire des comparaisons avant la publication de ces documents et les vôtres aussi. Page Internet, qui c'est tout ce qui on a été on a été inclus dans notre liste de pages Internet et que nous capturons chaque jour, ainsi que, par exemple, indexons aussi chaque jour, parce que si une page Internet, par exemple, disparaît du web, si nous avons une copie de cette page Internet, vous allez toujours la trouver dans votre liste des correspondances et des sources dans le rapport de similarité. Parce que imaginez que, par exemple, vous avez un chercheur qui a commencé à écrire son article de recherche il y a un mois et en octobre, une page internet Wikipédia.fr existait, mais maintenant, ça n'existe plus. Mais parce que nous avons indexé cette page internet Wikipédia.fr il y a un mois, vous pouvez toujours trouver la correspondance sur le rapport de similarité. On a aussi des publications qui font partie du groupe ProQuest et des publications qui ne font pas partie de ProQuest et de Crossref. OK? Et après, si vous avez une section de documents indexés, si vous avez décidé de, par exemple, utiliser cette section, vous pouvez alors indexer vos documents sur cette section de la base de données et dans le futur, vous pourrez aussi comparer vos nouveaux documents avec les documents que vous avez vérifiés en précédence. Alors, ce que je voudrais dire, si vous ne trouvez pas vos documents indexés, s'ils n'existent pas dans votre compte, ça c'est très normal, il n'y a pas toutes les institutions qui utilisent ça. Mais ce que c'est important à dire, c'est que Authenticate n'indexe jamais vos documents sur la base de données globale d'Authenticate Eternity. D'accord? Ainsi que, en particulier, sans avoir vos documents indexés, si par exemple l'année prochaine, vous avez quelqu'un qui essaye de déposer un document qui a été publié l'année passée et bien sûr déposé sur Authenticate l'année passée, vous n'allez pas trouver une correspondance, d'accord? Parce que vos documents sont toujours cachés, sont toujours protégés, au moins d'avoir ce repositoire document indexé, d'accord? Et une fois que vous avez décidé quelles sont les options que vous voulez appliquer, vous pouvez créer et ça va retenir tous vos choix et ça va vous porter dans le dossier test de Marie au-dedans du groupe le 28 novembre. Et maintenant, on peut commencer à envoyer des documents, mais aussi on peut réviser les paramètres. Vous pouvez voir ici, on a documents, partage et paramètres. Ici, ce paramètre, vous allez trouver toutes les options que vous avez choisies il y a un instant, mais aussi vous pouvez créer des filtres et des listes d'expressions. Alors, les listes d'expressions sont les expressions dont on a parlé il y a 2 ou 3 minutes. Par exemple, exclusion d'expression ici, comme j'ai dit, description de phénomènes, description de théories scientifiques ou de phrases que vous utilisez très souvent et que vous voulez que le système ne considère pas pour le calcul du taux de similarité. Vous pouvez décider d'ajouter une nouvelle expression et copier-coller le texte ici. Et une fois que vous créez cette liste, le système, si vous avez choisi sur les options du dossier d'exclure les expressions, le système va les exclure automatiquement de chaque document qui sera déposé dans ce dossier. Vous pouvez aussi créer des listes de URL que vous voulez exclure du calcul de la pourcentage de similarité. Par exemple, si vous avez parlé avec cet auteur, cet étudiant,
et ils doivent utiliser des données ou des infos statistiques qu'on peut trouver seulement dans un certain site. Mais pour vous, il n'est pas un problème s'ils utilisent ce type d'informations parce que vous savez que c'est la seule manière d'inclure ces données. Alors, vous pouvez créer ici la liste des URL. Par exemple, si on parle de votre site Internet, si on parle du site du gouvernement, on peut trouver des statistiques nationales qui sont nécessaires à cet article. Vous pouvez le mettre ici. Et le système, une fois que vous ajoutez les URL, va toujours les ignorer tous les correspondances et les sources qui viennent de ces sites seront ignorées du début et ne seront pas utilisées pour produire le taux de similarité. D'accord? Et si on retourne sur document, OK, on peut voir aussi qu'entre document et paramètres, on a partage. OK, ici, imaginez que vous avez un collègue avec lequel vous travaillez tous les temps. Avec ces collègues, vous utilisez, par exemple, le système d'analyser les rapports et les articles de recherche en deux. Ici, vous allez trouver la liste de vos collègues dans votre institution et vous pouvez partager vos documents avec eux. Vous devez seulement choisir le nom de votre collègue et ici, tout à bas, choisir de mettre à jour le partage. OK? Ce que votre collègue va voir, ici à gauche, vous pouvez voir le nom d'Agatha Christie. Et ici, votre collègue va voir votre nom. Et si votre collègue ouvre la section avec l'icône plus, il ou elle pourront voir le groupe de dossiers que vous avez partagé avec lui ou avec elle. OK? Et la même chose va passer avec vous si quelqu'un dans votre institution partage leur dossier avec vous. Vous allez voir leur nom et après aussi le titre du dossier. D'accord? Vous pouvez toujours changer d'avis et décider de mettre à jour et de ne pas partager. OK? Vous n'allez pas voir l'option renvoyer, ainsi que vous pouvez l'oublier. Mais maintenant, une fois que vous avez choisi tous ces paramètres, vous êtes prêt à envoyer un document. Vous pouvez commencer avec envoyer un document ici au centre de l'écran ou ici à droite. Vous pouvez décider d'utiliser les 4 options qui sont ici. Alors, la première chose qu'on doit voir ici sur envoyer un document, c'est la liste des documents restants. Alors, la liste des documents restants ici, c'est la liste des documents restants pour toute l'institution, pour l'institution entière, ainsi que ce n'est pas la limite de documents pour vous comme utilisateur individuel, d'accord? Ainsi que il est toujours une bonne pratique de ne pas exagérer avec les documents que vous déposez. Et si vous avez des doutes sur, par exemple, la limite des documents pour vous-même, alors contactez votre institution ou l'IMIST pour avoir plus d'informations, d'accord? Alors, quelles sont les options pour déposer un document? Déposer un fichier zip, couper et coller, pardon, et comparaison de documents. Alors, les premières 3 options, vous pouvez les utiliser pour comparer vos documents avec la base de données. OK? La base de données qui inclut les publications et les pages Internet, par exemple. Si vous utilisez la comparaison des documents, vous comparez un document avec un maximum de 5 et ces 5, vous devez les déposer ensemble avec le premier document. Okay? C'est une déposition que vous faites vous-même et vous créez vos propres bases de données, si on peut dire ça, avec le maximum de 5 documents que vous êtes autorisé à déposer. D'accord? Mais je vais vous expliquer un peu mieux comment ça marche dans un instant. Alors, déposer un fichier. Ici, vous avez les limitations des fichiers. OK? Combien de mots on doit inclure,
combien de pages est le maximum nombre de pages, quels sont les types de fichiers qu'on accepte, par exemple ici Word, PowerPoint, PDF, etc. Et après, au centre de l'écran, vous avez la liste des dossiers de destination. Si vous voulez, par exemple, vous avez commencé avec l'idée de déposer ces documents dans Thèse des Maris, mais maintenant, vous avez changé d'avis et vous voulez le déposer sur édition de janvier. OK? Vous pouvez faire ça aussi. Vous pouvez ignorer les options de rapport base de données parce que je ne crois pas que vous avez cette option, ainsi que ça, ce n'est pas un problème. Et une fois que vous décidez de déposer, vous mettez prénom, nom et titre de document. Et après, vous sélectionnez un fichier. D'accord? Ainsi que je veux mettre mon fichier ici. OK. Et après, je vais sélectionner un fichier. OK. Et on va très vite avoir ce document et on peut le déposer. Et ça, comme vous voyez ici, me renvoie sur la page du dossier Thèse de Marie. Et si je peux voir le titre de mon document, on attend le rapport de similarité. L'auteur, c'est moi. On a déposé ce document aujourd'hui à 10h09. Et ici, on a le pourcentage de similarité. Si on continue pour voir toutes les options avant de voir le rapport de similarité, et après, je vais vous expliquer les autres paramètres qu'on voit ici. Alors, télécharger un fichier, on l'a fait. Télécharger ou déposer un fichier zip, c'est la même procédure. Les limitations des fichiers sont ici, mais ici, bien sûr, vous avez l'opportunité dans un fichier zip d'inclure plusieurs fichiers, par exemple 10 ou 15 ou 20. Et le système va va créer un rapport pour chaque document. OK? Mais ce que le système ne peut pas faire, c'est de donner, d'extraire des documents originaux les noms et prénoms de chaque auteur. Alors, le système va mettre dans chaque document un prénom et un nom de l'auteur, les noms et prénoms que vous mettez ici. Ce que vous pouvez faire après, c'est d'aller ici sur, vous voyez ici sur Action, on a cette petite page avec un stylo. Si vous cliquez là, vous pouvez alors changer les noms et prénoms de l'auteur pour chaque document que vous déposez avec un fichier zip. Si vous utilisez couper-coller, vous pouvez alors copier-coller le document ici, dans cette boîte ici. Le maximum que vous pouvez copier-coller ici, c'est 900 000 caractères. OK? Voilà. Et vous pouvez alors déposer. Et le système de créer un rapport de similarité sera toujours le même. Si on décide au contraire d'utiliser la comparaison de documents, OK, on va cliquer ici. Et comme je vous ai dit, cette option ici n'utilise pas la base de données d'Authenticate pour produire le taux de similarité. Alors, je vais mettre mon nom, prénom, 2023, OK. Je vais sélectionner le document principal. Par exemple, imaginez qu'un chercheur vous a envoyé un document et vous pensez de l'avoir déjà lu dans quelque part. Et pour ces raisons-là, vous sélectionnez le fichier, OK, et décidez d'ajouter un maximum de 5 documents qui, vous pensez, sont la source de ce document principal, par exemple. Ou peut-être qu'un de ces documents, c'est le document qui a été déjà publié et vous pensez de l'avoir individué, mais dans ces cas, je vais déposer et après, voilà le document. Ici, on a, encore une fois, on attend que le rapport soit créé, mais vous pouvez voir déjà que les deux sont différents parce que ici, Histoire 2023 me dit, OK, c'est une comparaison de documents. Et ici, c'est un chargement initial, que c'est un chargement ordinaire. Et vous avez 5 révisions. Si vous allez ici sur la flèche bleue, par exemple, si vous avez déposer une première version de votre article de recherche et maintenant,
vous pensez, OK, il y a des erreurs que je dois corriger, vous faites ces corrections et vous allez ici sur la flèche bleue et vous pouvez déposer de nouveau le fichier avec ces modifications. Et le système ne va pas utiliser un autre crédit de votre licence parce que les révisions sont autorisées. D'accord? Jusqu'à 100 révisions. OK? Ainsi que le système va recalculer le taux et après va vous présenter un autre rapport de similarité qui, bien sûr, va réfléchir les modifications que vous avez faites. D'accord? Vous pouvez oublier les flèches en vert parce que ça, c'est une option que vous n'avez pas. Mais la flèche en bleu, ça va être très importante si vous avez des révisions à faire pour un document. OK? Pour chaque document. Parce que si vous décidez, par exemple, de déposer de nouveau Histoire de X avec l'option Envoyer un document, le système va utiliser un document restant, d'accord? Ainsi que si vous avez besoin de réviser le même document, il serait très utile d'utiliser la flèche bleue et vous avez 100 tentatives pour ça. Alors, une fois que vous avez reçu le rapport de similarité, vous pouvez alors cliquer sur le pourcentage et le système va vous ouvrir un rapport de similarité. Alors, le rapport de similarité sera le même, même si vous utilisez la comparaison de documents ou le chargement ordinaire. Qui va changer, c'est bien sûr la liste de sources qu'on va trouver sous le rapport, parce que bien sûr, Histoire de X, on l'a comparé avec une base de données très, très large, et pour ces raisons, la liste des sources sera beaucoup plus large. OK? Si on clique ici sur le 80%, on va trouver l'article de recherche qu'on a déposé auparavant au centre de l'écran. Ici, à note, on va voir le titre et le nom et prénom de l'auteur et des infos aussi sur le nombre de mots, similitudes des sources, etc. Et à droite, on peut voir si on a exclu quelque chose, par exemple les citations ou la bibliographie. On a aussi le taux global de similarité et l'aperçu de sources. Ça, c'est les sommaires des sources principales. Ça ne veut pas dire que le système a seulement trouvé ces deux sources pendant la comparaison. Ça veut dire justement que le système a identifié ces deux sources comme les sources que on pense sont les plus similaires à votre texte. Ici, on met aussi l'algorithme aussi vous montre les sources qui ont été ajoutées très récemment dans notre base de données et qui sont aussi très similaires à votre texte. Si vous voulez voir toutes les sources qu'on a identifiées pendant la comparaison entre votre document et la base de données, vous pouvez aller ici à droite et choisir le deuxième histogramme. Et ici, vous pouvez voir toute la liste. Vous pouvez voir comment elle est très large, OK, comparée à l'aperçu de source. D'accord? Alors, parfois, on peut trouver, par exemple, des sources qui ont le même exact taux de similarité. Par exemple, ici, on en a plusieurs avec les 79% que vous voyez ici. Mais comme je vous ai dit, parce que le système utilise toujours les sources qui, oui, sont similaires à votre texte, mais aussi les sources qui qui ont été indexées plus récemment sur la base de données. Ça, c'est la raison pour laquelle vous avez cette page Internet ici de Wikipédia et pas cette page de, par exemple, Wikizero, OK, qui, bien sûr, a la même valeur de 79%. D'accord? Si vous trouvez des pourcentages, un taux de pourcentage très large, euh, je sais que ça peut être un peu gênant parce que vous pouvez commencer à penser, oh mon Dieu, il y a ici un cas de plagiat, je dois l'analyser, je dois parler avec cet auteur, etc. Ce n'est pas toujours le cas. Les pourcentages larges ne sont pas toujours une indication de plagiat. Il pourrait être, par exemple, que vous avez un étudiant de doctorat qui a décidé de, par exemple,
publier en 2 chapitres comme article de recherche. Et si votre étudiant de doctorat a, par exemple, publié sa thèse l'année passée sur un site internet d'accès libre, comme on en a plusieurs qui sont officiellement possédés par les universités, par exemple, ou par les gouvernements, parfois. Euh, Si nous indexons ce site Internet avec toutes les thèses, une fois que l'étudiant dépose un article de recherche, bien sûr, le système va trouver une comparaison, une similarité. Et pour ces raisons-là, il pourrait être que le pourcentage sera très large. OK? Ça, c'est une opération très normale, ordinaire dans le monde de la recherche, ainsi que vous pouvez toujours exclure les correspondances qui vous paraissent pas importantes. OK, ici, vous pouvez voir tout à bas, sélectionner des sources à exclure et vous pouvez toujours décider de alors, activer les boîtes ici, près de la source et les exclure en cliquant sur le bouton rouge. OK? Ah, ça, c'est fait. D'accord? On a toujours, encore une fois, des sources qui sont très larges. Et si, par exemple, votre étudiant, que je vous ai dit, a utilisé des données statistiques de votre site Internet, vous avez oublié de créer les filtres URL et votre site Internet apparaît toujours ici, vous pouvez, encore une fois, exclure la source parce qu'on ne parle pas de plagiat, c'était autorisé, cette utilisation des bases, de ces données mot par mot. Et alors, encore une fois, vous pouvez sélectionner des sources à exclure. OK? Il y a aussi des cas où vous avez, par exemple, un étudiant qui n'a pas trop d'expérience et qui n'a pas compris comment citer correctement, comment utiliser le style de référence que vous avez conseillé, par exemple, que vous lui avez conseillé, par exemple, ainsi que si vous savez que ça, c'est le cas, c'est un cas de mauvaise pratique, mais pas de plagiat. Encore une fois, vous pouvez exclure les sources et bien sûr euh, euh, rencontrer votre étudiant pour lui parler de ce qu'on doit améliorer, etc. Parfois, on a aussi des taux de similarité totale qui sont très, très petits. Alors, si vous retrouvez un taux de similarité de 1% ou 2% sans avoir exclu les citations, la bibliographie, etc., ça, c'est très rare parce que si vous imaginez un article de recherche scientifique où on utilise beaucoup, beaucoup de sources, on cite beaucoup, c'est très difficile de retrouver un pourcentage de similarité très petite. Et pour ces raisons-là, peut-être que vous avez besoin de euh, vérifier le document originaire, par exemple, pour voir s'il y a des manipulations de texte. Par exemple, si on a alterné du texte écrit manuellement avec du texte inclus dans une image, par exemple, parce qu'on sait que le texte dans une image ne peut pas être utilisé pour créer un taux de similarité, par exemple. Il y a beaucoup de cas où les taux de similarité qui sont très larges et les taux de similarité qui sont très petits peuvent être problématiques ou pas. Ça dépend. Alors, très souvent, on nous demande si on a un taux de similarité qui on peut considérer acceptable. Alors, nous ne pouvons pas vous suggérer ça parce que des champs de recherche différents, de types de documents différents, on imagine une thèse est très différente d'un article de recherche, par exemple, ou d'un rapport statistique, par exemple, ainsi qu'on ne peut pas vous dire, OK, si vous rencontrez des taux de similarité qui sont de 10% ou 15%, ça c'est acceptable. Nous ne pouvons pas vous dire ça, mais vous-même, quand vous commencez à analyser vos rapports de similarité, vous allez recevoir plusieurs documents, etc. Vous allez incrémenter votre expérience avec ces rapports de similarité et l'analyse, bien sûr, de ces résultats. Et alors, vous pouvez trouver vos propres taux de similarité
qui vous, bien sûr, considérez acceptable pour votre journal, mais aussi pour votre institution. Aussi, on a toujours d'utilisateurs qui nous demandent si, par exemple, nous savons quel est le seuil d'originalité toléré par des journaux ou par d'autres institutions. Nous n'avons pas ce type d'information, mais si vous savez, par exemple, que vous allez proposer un article de recherche au cahier du cinéma, par exemple, alors vous devrez contacter Cahier du cinéma et vous lui demandez si, ils utilisent un système d'anti-plagiat et si ils utilisent un système, quel est le seuil de tolérance peut-être, et alors vous savez comment peut-être analyser et modifier votre document pour respecter les demandes de ce journal, par exemple. Si vous n'avez pas exclu la citation, la bibliographie, et vous avez un pourcentage très large, vous pouvez aller tout à bas ici, vous avez la section des filtres et paramètres. C'est la même section des filtres et paramètres que vous avez trouvé dans le dossier, mais ici, bien sûr, vous pouvez modifier ces filtres pour ce rapport, pour chaque rapport que vous analysez. D'accord? Alors, si vous n'avez pas exclu les sources inférieures à un certain pourcentage, par exemple, ou nombre de mots pour les correspondances. Le minimum, c'est 9 mots. On va exclure 15 mots, par exemple. On va exclure l'abstract, les méthodes, les matériels et méthodes. On va appliquer. Alors ici, on va voir que on n'a pas de sources qui ont un pourcentage de similarité de 1% ou mineur. OK, seulement des pourcentages qui commencent de 2% pour toutes les sources. D'accord? Vous pouvez toujours modifier de nouveau ces options si vous voulez. Et si vous avez exclu des sources de cette liste, vous allez les trouver ici dans la liste d'exclusion. OK? Si vous avez envie de analyser un rapport avec avec un format un peu plus accessible, vous avez accès au rapport au format texte. OK? Et si vous ouvrez le rapport au format texte, vous pouvez voir une formatation différente. Vous pouvez choisir la modalité, rapport de similarité, suivi des contenus au rapport récapitulatif, rapport de similarité avec le sommaire des sources principales divisé par couleur. Et ici, le texte aussi a été surligné par couleur, selon, bien sûr, les sources. Suivi de contenu, ici, on va trouver la liste des sources ici et vous pouvez choisir de voir, par exemple, les phrases qui ont été prises par PodClever, par exemple, et le système va vous montrer dans un instant ici toutes les phrases qui appartiennent à ce site Internet, par exemple. Et il pourra être aussi une source, une publication. Et aussi, vous pouvez utiliser le rapport récapitulatif. Ça va vous mettre le texte au centre de l'écran et la liste des sources, le sommaire de sources ici en note. Toutes les exclusions que vous avez appliquées, vous allez les trouver ici. Vous pouvez aussi imprimer. Et ici, le texte, encore une fois, divisé par couleur, par source. Et vous pouvez retourner sur le visualiseur de documents en cliquant sur cette section. Vous pouvez voir aussi qu'il y a toutes les autres informations ici, le titre, le nom et prénom de l'auteur, nombre de mots, taux de similarité, etc. D'accord? Et ici, vous pouvez toujours imprimer de cette page. Ici, tout à bas, vous pouvez voir l'icône de l'imprimeur. Si vous cliquez là, le système va produire un PDF. Ce PDF va inclure les résultats des similarités, va vous montrer quelles exclusions vous avez appliquées, etc. D'accord? Alors, je l'ouvre juste pour vous montrer ce qu'on a ici. Et après, on peut voir vos questions. D'accord? OK, nombre de mots, voilà, le texte, tout surligné. Bien sûr, le texte surligné apparaît seulement si une partie de votre texte, section, une phrase, etc., a été
trouver comme similaire à quelque chose d'autre qui est dans le rapport de similarité. Si le système n'a pas identifié, par exemple, ce paragraphe comme quelque chose qui apparaît déjà dans la base de données, la phrase ne sera pas surlignée avec une couleur. Et chaque source recevra une couleur différente et un numéro différent pour euh, différencier chaque source, de l'autre. Taux de similarité, exclusion. Après, voilà, vous allez trouver toutes ces infos ici. Et vous pouvez bien sûr partager ça avec quelqu'un qui ne fait pas partie de votre institution, par exemple. Si vous avez un examinateur d'articles de recherche pour votre journal qui n'appartient pas à votre institution, vous pouvez partager ce PDF avec eux pour en parler. D'accord? Pour parler des résultats. Euh, je veux voir si on a des questions ici. Oui, OK. Pamela, on en a plusieurs, mais il y a une Mhm. question qui s'est posée plusieurs fois avec plusieurs Intelligence formulations. artificielle. Oui, sur l'intelligence artificielle. OK. Alors, cette version d'Authenticate ne peut pas vous donner des résultats pour ce qui concerne la détection de l'intelligence artificielle. La version la deuxième version d'Authenticate, c'est une autre plateforme. Cette nouvelle version d'Authenticate, oui, peut vous montrer ce qui se passe avec l'intelligence artificielle si votre document a été écrit en anglais. Mais cette version d'Authenticate, malheureusement, ne peut pas vous donner des résultats pour ce qui concerne la détection de l'intelligence artificielle. N'importe quel type de détection vous êtes en train de, vous aimez utiliser, orthographie, grammaire, ou seulement si vous voulez découvrir si le document a été écrit par l'intelligence artificielle, cette version d'Authenticate ne peut pas vous donner cette option, malheureusement. Donc, ceci dit, Pamela, est-ce que cette version actuelle pourrait être remplacée par la nouvelle qui détecte Oui. les... Oui? Oui, D'accord, oui. Si d'accord. vous parlez avec, je crois que c'est Fanon maintenant, peut-être la gérante de compte, et elle pourra vous dire quelle est la procédure pour passer de cette version traditionnelle à la version qui a juste été Donc, à un proposée. moment donné, cette version sera obsolète et sera Oui, remplacée totalement par la nouvelle. Donc, c'est oui. question de Dans temps. quelques années, oui. Elle sera D'accord, remplacée, mais pas encore, pas encore. d'accord, d'accord, parfait. Donc, il y a une question sur la détection de la bibliographie malgré qu'elle soit exclue, surtout OK. pour les documents en arabe. OK. Est-ce qu'il y a une Ah, ah. manière d'écrire ou bien de définir la bibliographie pour qu'elle ne soit pas prise en Hmm. considération même à l'exclusion, ou est-ce que vous avez des éclaircissements à propos de ça, Oui. Pamela? Alors, c'est que qu'on a, c'est une liste de mots de référence pour la bibliographie dans chaque langue qui peut être utilisée avec Authenticate. Ce que je peux faire, c'est de rechercher, de trouver cette liste et de demander peut-être à votre gérant de compte de l'envoyer à vous, Touria ou à Nora. Et après, vous pouvez alors nous dire, OK, le mot que nous utilisons pour identifier la bibliographie n'est pas ici. Est-ce que pouvez-vous l'ajouter, par exemple? Parce que parfois, c'est seulement en cas d'ajouter le mot et qui est Qui est reconnu reconnu comme par le système, référence. par l'algorithme. D'accord, oui. Oui, oui. Parfait, d'accord, d'accord. Euh, Euh, je suis. Pourquoi ces solutions considèrent des titres comme. Pourquoi ces solutions considèrent, elles, des titres comme. Oh, les questions disparaissent, pardon. Des titres comme, par exemple, le ministère de l'Enseignement supérieur comme similaire. OK, oui, parce que ce que Authenticate voit comme des similarités, c'est la succession de mots. Si une certaine succession de mots existe dans une source dans la base de données, le système va la surligner. N'importe si le mot ou la phrase est d'utilisation commune. OK? Ça, c'est la raison pour laquelle si vous avez
des idées et vous, comme des phrases qu'on utilise normalement et vous voulez les exclure, vous pouvez utiliser la liste des phrases, l'exclusion des phrases. Pour les paramètres concernant le nombre de mots ou les pourcentages pris en considération, quel est le nouveau maximal? Comme je vous ai dit, on ne peut pas vous donner un pourcentage de tolérance. Ça, c'est pour vous internement à l'institution de décider. Quelles sont les parties d'un article concernées par la vérification de plagiat par Authenticates quand les références et keywords se répètent? Oui, alors on a déjà répondu à ça. C'est la même réponse que j'ai donnée pour ce qui concerne les phrases. Une fois qu'une phrase a été utilisée par des autres sources qui sont au-dedans de notre base de données, elles seront identifiées comme similarité, pas comme du plagiat, parce qu'on ne parle pas du plagiat, on parle de similarité. Mais une fois que vous analysez les sources, vous allez alors découvrir ce que peut être considéré comme du plagiat ou pas. Authenticate considère enseignement supérieur, méthodologie et plan de concept de change. OK. Ça, nous ne considérons pas des mots comme, ou des phrases ou des sections comme indication de plagiat. Nous vous offrons seulement une liste des sources et après, c'est à vous de décider s'il y a, quelque chose quelque chose que vous avez identifié comme du plagiat. Et comme je vous ai dit, si la phrase est au-dedans, si on est si c'est dedans la base de données, ça c'est la raison pour laquelle vous trouvez les mêmes phrases, les mêmes mots, les mêmes sections répétées constamment parce qu'on a plusieurs sources qui peut-être répètent ce type de contenu. Pour ça, on ne peut pas désactiver cette fonctionnalité. On doit créer la liste des phrases qu'on a vues au-dedans du dossier où on peut exclure chaque source ou correspondance de la liste. Pamela, parlons de Mhm, ça, puisque vous avez montré qu'on peut exclure des phrases, mhm, mais sachant que c'est pas pour la soumission des articles, c'est pas le chercheur qui va traiter ou mhm, bien qui va évaluer son mhm. travail, Oui. c'est quelqu'un d'autre. Donc, est-ce que ceci dit, on ne doit pas appliquer ces exclusions? Et est-ce que les revues qui reçoivent les articles affichent leurs paramètres de vérification de similitude? Donc, ils disent quand vous pouvez exclure ce site, exclure ces phrases. Mhm. Est-ce que ça se passe dans le mode de vérification chez les revues scientifiques? Euh, ça dépend, oui, oui. Alors, si il y a, par exemple, quelqu'un qui révise un document et qui utilise Authenticate, ils auront toutes ces options disponibles. Mais bien sûr, si vous êtes un chercheur qui ne décide pas comment, par exemple, un journal scientifique va exclure ou inclure certaines sections, la seule manière sera de le contacter directement si vous voulez. Sinon, pour vous ou pour nous, il sera impossible euh, de pouvoir vous dire quelque chose de plus précis. Il y a une question, Mhm, est-ce que Authenticate effectue des tests de plagiat? Donc, on préfère utiliser de similitude, même mhm. sur les codes sources pour les chercheurs informaticiens. Ah, OK. Non, pas encore, parce que très souvent, les codes, les programming utilisent latex et des systèmes comme ça que le système ne peut pas détecter, ne peut pas comparer. Ainsi que non, on a un autre système ici à Turnitin qui s'appelle Gradescope. Et Gradescope a la possibilité de comparer des codes pour les programmeurs informatiques. Ainsi que oui, on a un système qui le fait, mais ce n'est pas Authenticate. D'accord, merci. OK. Voilà, ChatGPT. Beaucoup de choses sur Mm. l'intelligence artificielle. Et oui, comme je vous ai dit, cette version ici d'Authenticate ne peut pas vous donner des infos pour ce qui concerne l'intelligence artificielle, malheureusement.
J'ai bien compris, on aura le même taux de similitude si on soumet le même article à l'analyse dans les deux. Alors, si par exemple, déposez un document 2 fois, si vous n'avez pas l'option d'indexer votre document sur la base de données, et je crois que c'est le cas dans vos institutions, vous n'allez pas trouver, bien sûr, le document qui se compare pardon, avec la version précédente, ainsi que non, le même article ne peut pas vous donner un 100% de similarité parce que les deux ne sont pas dans la base de données. Assurez-vous que étudiants de manière à respecter la vie privée des étudiants, la sécurité des données. OK, alors, ça c'est lié à la question donc j'ai répondu maintenant. C'est que vos documents ne seront pas indexés sur la base de données d'Authenticate. Il n'est pas possible pour nous de découvrir qui a écrit quel document. Bien sûr, si vous incluez des détails personnels sur le document, l'examinateur ou les collègues qui s'occupent de réviser les rapports de similarité, bien sûr, cette personne pourra voir tous les détails et les données personnelles dans le document. Mais pour ce qui concerne nous, à Turnitin, nous n'avons pas accès à vos données personnelles comme ça. Tout sera encrypté et sera caché, ainsi que et si vous décidez d'éliminer le document de votre liste dans le dossier, mais moi, par exemple, je travaille pour Authenticate, je ne peux pas récupérer vos documents et lire vos textes, par exemple. Pamela, Oui. il y a des gens qui réclament que le système le détecte non, affiche les citations même s'ils sont exclus. Mhm. Donc, avant de vous laisser répondre à cette question et Mhm. préciser s'il y a des pratiques à, à faire pour Oui. éviter ça. J'invite ceux qui ont posé la question, s'ils peuvent, dans la mesure de possible, nous envoyer un extrait ou un passage qui a été détecté pour l'envoyer à Pamela ou à l'équipe support pour voir, Mhm. euh, pour examiner la chose. Donc, c'est ça. Je vous laisse répondre à Pamela. Merci. Alors, il pourrait être que, par exemple, vous n'avez pas utilisé des guillemets, par exemple, ou vous avez utilisé un système de guillemets qui n'est pas supporté, par exemple. Ça, c'est peut-être la raison principale pour laquelle, si oui, vous avez exclu les citations, et pour vous, elles sont citations, par exemple, euh, euh, vous avez dit, OK, Jones a dit que bla 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 bla, bla, c'est passé, etc. Mais si vous n'avez pas utilisé, par exemple, des guillemets, le système ne va pas les détecter, par exemple, comme citation. Mais je peux vous envoyer la liste des guillemets et des icônes supportées, par exemple, pour les références. Vous pouvez voir si ça, c'est le cas pour vous. Et sinon, oui, comme vous avez juste entendu, il serait mieux d'envoyer un courriel à notre équipe de support technique pour, euh, pour analyser ça un peu plus en détail. OK? Il y a une question. Comment assurez-vous que Turnitin est utilisé de manière à respecter la vie privée des étudiants et la sécurité des données? Oui, comme je vous ai dit, il n'est pas possible pour nous d'utiliser vos documents parce qu'ils n'existent pas sur notre base de données. Ils sont toujours cachés. La seule manière d'accéder les documents, c'est au-dedans de vos dossiers. Et une fois que vous éliminez les documents de la base de données, pardon, pas de la base de données, du dossier, le document n'existera plus, ainsi que nous suivons les règles du GDPR, ainsi que une manière de donner pour ce qui concerne l'auteur, etc. Nous suivons les règles de GDPR, mais je peux vous dire que les documents sont toujours protégés parce qu'il n'est pas possible
pour nous de les utiliser. Ils n'existent pas dans la base de données, ils ne seront pas utilisés pour des comparaisons futures pour vous ou autrement. OK. Est-ce que la traduction d'une langue? OK. Est-ce que la traduction d'une langue à une autre peut être considérée comme plagiat? OK. Alors, oui, je crois que si vous, par exemple, OK, ça dépend. Si vous, par exemple, avez pris un document qui a été écrit en anglais et vous l'avez traduit en français et après vous l'avez bien sûr déposé comme si c'était le vôtre, oui, ça c'est du plagiat. Bien sûr, je crois que plusieurs éditeurs pourront vous dire ça, vos professeurs pourront vous dire ça. Si vous avez traduit un document qui était le vôtre, qui vous avez écrit en anglais, vous l'avez traduit en français, et vous l'avez euh, euh, représenté pour une autre publication, ça, très souvent, c'est une mauvaise pratique. C'est peut-être d'autoplagiat, mais pas du plagiat traditionnel. Et ça dépend. Alors, le niveau de autoplagiat, s'il est acceptable ou pas, ça dépend de votre institution et du journal. Mais si vous avez déjà publié quelque chose en anglais et après vous intentez de le publier en français, oui, ça serait d'autoplagiat et pour la plupart, ce n'est pas accepté. Si seulement vous avez produit un document en anglais, mais vous ne l'avez jamais publié et vous décidez de le publier en français, par exemple, c'est pas un problème normalement, mais ça dépend du scénario. Et ça, moi, je vous conseille toujours d'aller chez votre institution et de lui parler et de lui présenter les scénarios et ils seront toujours disponibles à vous dire oui, ça c'est une bonne pratique, ça c'est une mauvaise pratique, par exemple. Est-ce que Authenticate identifie les reformulations comme des plagiats? Alors, Authenticate peut trouver des phrases on utilise, par exemple, une base qui vient d'une autre source, mais où on a changé des synonymes, des mots avec des synonymes, par exemple. Alors, ça ne veut pas dire que le système Authenticate identifie les reformulations comme des plagiats, parce que, comme je vous ai dit, on vous trouve seulement des similarités. Et ça dépend de votre champ de recherche aussi, parce qu'il y a des champs de recherche où il n'est pas possible de recréer toutes les phrases, toutes les théories, etc. De nouveau, on doit justement répéter et reproposer parfois le même concept, mais écrit dans une manière un peu différente, ainsi que, oui, parfois, il pourrait être du plagiat et parfois non. Mais ça dépend toujours de votre champ de recherche et toujours parler avec vos professeurs, vos examinateurs, parler avec les personnes responsables du journal de recherche où vous voulez publier, par exemple, et ils toujours auront l'opportunité de vous dire oui, ça c'est accepté et ça pas. Parce qu'il n'y a pas une guide universelle qui vous dit oui, ça c'est accepté, ça, c'est pas accepté. D'accord? Est-ce que la bibliographie, ok. Niveau de codage. Beaucoup sur le codage informatique aussi. Est-ce qu'il y a de bonnes pratiques pour diminuer le taux de plagiat? OK. Mais, alors, citer correctement, ça c'est la première chose. Toujours citer vos sources correctement. Utiliser les guillemets, toujours. Et en particulier, je crois qu'il est très important de collaborer avec vos examinateurs et pour toujours lui demander qu'est-ce que c'est qu'ils acceptent, qu'est-ce que c'est qu'ils pensent pour être du plagiat ou pas. Et si vous avez l'opportunité de, par exemple, utiliser le système et d'exclure vous-même les citations, la bibliographie, etc., faites ça et vous pouvez voir comment l'exclusion de ces phrases
de la bibliographie peut réduire le taux de similarité. Et si encore après vos exclusions, vous trouvez que le pourcentage est toujours très large, vous pouvez alors commencer à voir dans le texte s'il y a quelque chose que vous avez oublié, s'il y a quelque chose qui ne peut pas être cité autrement, par exemple. Parce qu'au moins, vous avez des raisons que vous pouvez présenter si un journal, par exemple, vous refuse la publication. L'authentification analyse les graphiques, images et organigrammes. OK. Alors, pour ce qui concerne les images, non, on ne peut pas trouver des similarités entre images. Pour ce qui concerne organigrammes et graphiques, alors, si on parle d'images, de graphiques et organigrammes, non, on ne peut pas identifier ça. Si vous parlez de, par exemple, une table pardon, un tableau qu'on a produit dans notre document Word et vous avez écrit les données sur ce tableau manuellement, alors oui, ça va être trouvé. Si on parle toujours de succession de mots que vous avez écrits et ne pas inclus dans des images, le système devrait les détecter parce qu'on détecte toutes les successions de mots et de caractères qu'on a écrits manuellement sur notre keyboard. D'accord? Mais si vous avez inclus tout ça dans une image, si vous avez pris cette image dans notre texte, etc., bien sûr, le système ne peut pas détecter ce qui a été inclus dans une image. Pamela, les OK. questions Oui. commencent à se répéter. Et donc, je vais faire Mhm. une petite Oui. synthèse des questions qui concernent l'accès et un rappel. Mhm. Il y a des questions qui sont surtout sur des parties que vous avez déjà présentées. Donc, j'invite les gens ici présents de revoir l'enregistrement. Nous allons le mettre sur notre chaîne YouTube CNRST officielle. Nous allons annoncer d'ailleurs ça sur notre page de Facebook imis.cnrst. Donc, vous aurez l'occasion de revoir l'enregistrement. Pamela va nous l'envoyer bientôt. Donc, vous pouvez le revoir pour voir tous les points dont vous n'avez pas que vous n'avez pas bien saisi, donc vous pouvez revoir l'enregistrement. Sinon, pour l'utilisation, euh, il y a des gens qui voient une date de fin du compte. Moi, ne tenez pas en considération cette date. C'est une date qui est mise automatiquement par le système. Notre contrat dure jusqu'à avril 2024. Donc, tant que notre contrat avec Authenticate est en cours, votre compte est opérationnel. Je voudrais juste vous inviter à utiliser les soumissions d'une manière rationnelle. Vous avez l'option de révision qui vous permet de soumettre le même document jusqu'à 5 fois. Donc, prière d'utiliser cette option parce qu'elle va nous laisser va permettre à plus d'entre vous d'utiliser les soumissions qui restent jusqu'à avril 2024. Donc, merci d'utiliser d'une manière rationnelle les soumissions qui restent. Pour les taux de similitude, il n'y a pas un taux fixe, comme a dit Pamela. Ça dépend de chaque université, du domaine, de chaque revue. Donc, euh, vous pouvez vous rendre pour les doctorants, voir ce que recommande votre université, ce que recommande la revue pour laquelle vous soumettez votre article. Donc, je vous souhaite beaucoup de chance dans votre carrière de recherche. Je vous remercie pour votre participation, pour vos questions enrichissantes. Je remercie Pamela pour sa présentation, pour tous les éclaircissements qu'elle a fournis. Je vous laisse un mot de fin, Pamela. Merci beaucoup. Merci à toi aussi pour ton aide et pour l'aide de Nora aussi. Oui, Je Nora, oui. crois que oui, elle a répondu aux questions sur la boîte message aussi. Merci à tous pour avoir participé aujourd'hui. Moi, comme Touria vous a dit, je vais envoyer à l'IMIS l'enregistrement, la liste des ressources aussi.
Et si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez les poser à l'IMIST ou à votre institution. Et après, nous serons très heureux de vous envoyer les réponses. Et moi, je vous remercie encore une fois pour avoir invité un si grand nombre de participants. Merci Nora et Touria. Et on se revoit en janvier. Et je vous souhaite une très bonne journée, mais aussi, si je ne parle avec vous avant des vacances. Bonnes vacances de décembre à tous et on se voit encore une fois en janvier. Merci Pamela. D'accord. À janvier Merci, donc. au revoir à Au revoir. tous. Au Bonne revoir. journée. Au À vous revoir. aussi.